Grave plus efficace qu'une planche de Ouija pour convoquer l'esprit en colère de Émilie Brontë. Il y a les éditeurs qui essaient d'élever le débat et ceux qui décident de sabrer l'œuvre majeure d'une autrice majeure abordant le racisme, classe sociale et injonction sociale du 19e siècle à une tropification Friends to Lover, c'est lamentable. J'arrive après la guerre et je crois que tout est dit dans les commentaires. Très déçu de tout. De l'invisibilisation du nom de l'autrice, des tropes mensongers et réducteurs, du whitewashing, bref, je trouve que c'est malhonnête et irrespectueux vis-à-vis de l'œuvre, de son autrice et de ses lecteurs. Marrant, moi j'aurais mis racisme, violence, relations toxiques et nécrophilie. Tout ça, ce sont quelques exemples de commentaires qu'on peut retrouver sous la publication récente d'Hugo New Romance à propos de leur nouvelle sortie, en tout cas nouvelle édition des Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Vous l'aurez sûrement vu passer, peut-être même déjà vu les bandes annonces, mais il y a une nouvelle interprétation, adaptation très loose du roman de Émilie Brontë qui sort au cinéma très très bientôt, cette semaine au Canada en fait. Et donc bien évidemment plusieurs maisons d'édition ont décidé de profiter de cette hype avec la sortie du film pour republier une nouvelle édition du roman Les Hauts de Hurlevent. On les comprend, c'est le moment de le ramener au devant de la scène, même si c'est un classique qui, je pense, fait toujours parler de lui des siècles plus tard. C'est un bon coup de pub. Mais certaines maisons d'édition, comme Hugo New Romance, ont eu une approche assez particulière sur comment promouvoir le livre, décidant notamment d'utiliser certaines tropes populaires, particulièrement en romance. Pour en parler, on peut d'ailleurs se demander pourquoi est-ce que c'est Hugo New Romance qui sort les Hauts de Hurlevent, mais ça peut être une autre question. Et comme vous l'avez vu, dans tous les cas, les réactions ont été extrêmement vives à la publication qui a été faite. Je vous en ai montré quelques exemples en commentaire, mais il y en a d'autres. Ça a vraiment suscité l'ire du public de voir comment est-ce que le roman d'Émilie Brontë était réduit à quelques tropes de romances qu'on retrouve notamment beaucoup dans les romances contemporaines. Comment c'était une publicité un petit peu mensongère du livre. Par exemple, quand on parle de slow burn. De mon côté, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous parler d'un sujet que j'avais envie de partager avec vous depuis longtemps, la tropification des livres. Bien sûr, je me suis fait un petit thé parce que je sais que je vais beaucoup parler. On en a des choses à dire sur les tropes. Mais on va commencer avec une petite présentation de qu'est-ce que c'est et d'où est-ce qu'elles viennent. On entend beaucoup le mot trope sur les réseaux sociaux, je vais beaucoup le répéter dans la vidéo, mais je sais que ce n'est pas nécessairement un mot avec lequel tout le monde est familier, notamment parce qu'en français il a un autre sens, donc je vais vous expliquer un petit peu la définition anglaise avec laquelle il est le plus souvent utilisé dans tout ce qui touche au livre. Donc selon dictionary.com, une trope, c'est a recurring theme or motif, as in literature or art, a convention or device that establishes a predictable or stereotypical representation of a character, setting or scenario in creative work. En français, ça veut dire que on parle d'un thème ou un motif qui est récurrent dans la littérature ou dans l'art de façon plus globale, que ce soit un élément narratif, un ressort scénaristique, un archétype de personnages qui sont prévisibles et qui reviennent d'une œuvre à l'autre. C'est ça qu'on appelle une trope. Donc vraiment cet élément récurrent qu'on peut retrouver d'une histoire à l'autre. Dans les livres, elles existent vraiment depuis toujours. Et quand je dis toujours, je veux dire qu'on peut déjà les retrouver dans les contes de fées où il y a des thématiques récurrentes qui apparaissaient d'un pays à l'autre, par exemple. Donc vraiment, c'est quelque chose de très vieux. Et si je parle plus de, on va dire, de choses récentes, on a les classiques en fantasy de l'élu, The Chosen One, ou encore en romance Le Triangle Amoureux. Ça fait longtemps qu'on connaît. C'était aussi quelque chose qui était très utilisé dans l'univers des fanfictions à la base, les tropes, notamment sur AO3 et les sites comme ça, pour catégoriser les fanfictions. Par exemple, si vous vouliez un alternative universe, donc quelque chose qui se base dans un autre univers que celui du livre de base. Si vous vouliez un only one bed, un seul lit. Tout était codifié avec des tags de tropes, des fois c'était très précis, mais ça aidait à se retrouver parmi les centaines de milliers de choix de fanfiction qu'il y avait. De nos jours, par contre, l'utilisation de tropes est quasi omniprésente dans la promotion des livres que l'on voit en ligne ou dans les librairies. Et leur importance a profondément basculé, je trouve, avec
BookTok, encore lui, mais en même temps, c'est vraiment venu bouleverser l'univers des réseaux littéraires et de la lecture. Et donc, à partir du moment où il y a eu un essor de BookTok, on a vu l'utilisation des tropes aussi être de plus en plus présente parce qu'elle se prête très bien à un format court où on veut faire comprendre très rapidement à la personne qui visionne la vidéo de quoi parle le livre avec 2 ou 3 mots-clés, c'est facile, ça capte l'attention, on peut catégoriser ses lectures facilement, faire des recommandations spéciales Enemies to Lovers ou dire ok ce livre c'est ça, ça fonctionne très bien, très vite. Et ça permet de se dire oh oui peut-être que ce livre-là il va me plaire. Mais du coup, une question peut apparaître. Est-ce que cette sursimplification des livres va pas entraîner une perte de la qualité de l'histoire et de ce qui se cache derrière les tropes? On va explorer ça un petit peu plus tard. D'abord, je vais vous parler de, selon moi, ce qui rend les tropes utiles. À la base, je voyais vraiment ça comme quelque chose de fun pour d'écrire un livre, pour capter l'attention, comme je vous disais, en quelques mots, de savoir si dans un livre qu'on allait lire, on allait retrouver les thèmes qu'on aime particulièrement. Ça permettait vraiment de diriger les choix de lecture. Moi, j'aimais bien les utiliser aussi parce que je trouve que voilà, quand t'as un format réduit sur Instagram ou quoi, ça permet d'identifier certaines thématiques du livre, que ce soit quand j'écrivais des chroniques ou en lisant, ça aide. Parmi les milliers de choix de lecture possibles, tu sais que tu aimes les slow burn par exemple, tu vas aller chercher un livre avec ce mot-clé-là. Et pour moi, c'est un peu sur ça que repose leur utilité dans le sens que, en se basant sur les tropes, on va essayer de maximiser nos chances de faire une bonne lecture en allant vers des choses qu'on sait qu'on aime. Par exemple, si, comme moi, vous adorez le Dark Academia, et qu'un livre sort et qu'il est présenté comme du Dark Academia, tu dis « Ouh, je vais peut-être bien l'essayer parce que ça a des chances de me plaire et d'être une bonne lecture pour moi. » Moi, je chasse activement le Dark Academia quand je regarde les nouvelles sorties qui s'en viennent. Ou en contraire, tu vois qu'un livre est identifié comme un bullies to lovers, donc quelqu'un qui t'intimide et te harcèle, qui va devenir ton amoureux. Pourquoi est-ce que ça existe, je ne sais toujours pas, mais ça existe. Et tu te dis, ok, non, ça c'est pas pour moi, je vais lire autre chose. Donc d'un côté, je trouve que c'est vraiment utile pour aller vers les choses qu'on aime, et de l'autre, je me dis, est-ce que ça nous entraîne pas à rester dans une certaine niche littéraire et à du coup moins explorer d'autres choses et tenter d'autres lectures et tout? Est-ce qu'on reste juste un petit peu trop confortable dans nos pantoufles en se basant sur les tropes qu'on aime? Est-ce que ça restera nos choix? Parce que oui, on peut se dire que les tropes ont un effet assez réducteur. Par exemple, de classifier certains livres juste avec les mots-clés enemies to lovers, donc ennemis à amoureux, ça peut venir complètement faire oublier tout le reste de l'intrigue qui peut être parfois plus important que la romance, ou les éléments plus complexes, plus profonds, plus importants de l'histoire peuvent aussi être passés sous silence. On perd un petit peu la substance et l'unicité de l'histoire en la réduisant à 1, 2 ou 3 tropes. Je pense que là, l'exercice, c'est un petit peu à nous à faire en tant que lecteur, d'aller au-delà de juste ce mot-clé et creuser un petit peu plus. Les tropes, ça nous permet d'avoir comme un point de jonction entre différents livres, un point de liaison, quelque chose en commun, mais ces livres vont ensuite diverger par leurs histoires individuelles au-delà de la structure que les tropes leur donnent. Et c'est là, je pense que c'est à nous de, soit en tant que lecteur d'aller chercher, soit en tant que créateur de contenu, de présenter en quoi le livre se différencie des autres, se démarque, qu'est-ce qui font ses forces individuelles. Parce que des enemies to lovers, c'est par exemple tellement vague, donc tu peux pas juste limiter ta présentation du livre à une trope. Il faut, pour moi, parler aussi de qu'est-ce qui le caractérise spécifiquement. Au-delà de ça, en tant que lecteur ou créateur de contenu au niveau individuel, les tropes, c'est aussi et surtout, je trouve, devenu une énorme stratégie marketing pour les maisons d'édition et aussi, je pense, pour les auteurs-autrices en particulier autopubliés. Le but étant bien sûr d'attirer l'attention des lecteuristes potentiels et de le faire si possible de la manière le plus rapide et impactante possible aussi. Donc c'est pour ça que, notamment sur Instagram, mais aussi sur BookTok, vous allez retrouver plein de posts qui présentent un livre avec les petites flèches autour, avec les mots-clés associés. C'est visuel, c'est percutant, ça te marque un peu, tu vois rapidement les choses qui t'intéressent ou les choses qui t'intriguent, et du coup,
tu vas potentiellement vouloir acheter le livre, ce qui reste le but derrière tout ça. Alors après, je me pose la question aussi de à quel point les maisons d'édition en jouent. S'il y a un deuxième niveau derrière tout ça, s'il y a juste le premier côté de « Oh, les tropes, ça fonctionne trop bien, on va utiliser ça parce que ils disent « Ok, c'est ça que les gens aiment en ce moment ». Ou s'il y a aussi un côté, par exemple avec Hurlevent, vraiment pour faire réagir et pour faire du rage bait. Je vous avoue que dans ce cas spécifique-là, je me suis posé la question parce que je me suis dit comment peut-on oser faire au premier degré une présentation de ce livre-là avec ces mots-clés-là. Je vois pas comment ça peut être possible. Je veux pas croire que vraiment ce soit fait avec sérieux et en se disant que c'est une véritable représentation du livre. J'ai vraiment l'impression pour moi que c'était quelque chose pour faire réagir les gens et un coup de pub. Je peux pas le considérer autrement. Peut-être je suis trop innocente d'une certaine façon, mais je me dis c'est un coup de pub. C'est pas possible. Et si c'est le cas, ça a bien fonctionné du coup. Vous voulez rire. J'ai vraiment été trop innocente en fait, parce que non, cette publication a été faite au premier degré, puisque depuis que j'ai filmé ma vidéo, Hugo New Romance l'a supprimé. Donc là, je peux vous dire que j'étais très contente d'avoir fait des captures d'écran, déjà parce que je craignais que ça arrive vu le backlash qu'ils se sont pris. Mais ils l'ont supprimé et ils ont posté autre chose concernant Hurlevent que je vais vous partager du coup. Ce n'est pas vraiment une explication ou quoi que ce soit sur leur décision première de présenter ça comme une romance contemporaine slow burn, n'est-ce pas? Mais je vais vous lire parce que je trouve que c'est quand même très croustillant. Quelques précisions au sujet du livre Les Hauts de Hurlevent. Si le texte original d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, est un chef-d'œuvre de la littérature anglo-saxonne du 19e siècle, l'adaptation du film Hurlevent, elle, est totalement libre. On est d'accord. Aucun souci là-dessus. Ce n'était pas du tout ce qui leur était reproché, ceci étant dit. Aussi, les éditions Hugo ont fait le choix de republier ce texte dans son intégralité en reprenant l'affiche du film, accompagnée du texte en 4e de couverture. Unique roman d'Emily Brontë et grand classique gothique, cette tragédie enivrante qui mêle obsession et revanche prend vie dans le film Hurlevent d'Emerald Fennell. Alors là, j'ai encore des choses à dire. Premièrement, on n'avait pas accès au 4e de couverture, nous on avait juste les petites tropes romances qui étaient partagées sur le post. Deuxièmement, aucun souci de republier le texte dans son intégralité et même de reprendre l'image de la couverture si vous le voulez. Mais justement, c'est toujours un problème d'utiliser le film qui est une réadaptation totale et libre du livre pour ressortir le texte original tout en le présentant comme le nouveau film. C'est toujours un problème. Et je pense que la dernière slide, c'était le livre des Les Hauts de Hurlevent est publié depuis 2020 dans notre collection Hugo Poche Classique. La sortie du film Hurlevent est l'occasion pour un nouveau public de découvrir l'œuvre d'Emily Brontë. On est d'accord, on est absolument 200% d'accord. C'est l'occasion pour plus de personnes de découvrir le livre, de voir le film et de se dire « Ok, même si c'est très différent, je veux le lire, peut-être d'aimer, peut-être pas d'aimer. I don't know, c'est une autre question. » Ça ne change pas l'effet qui était reproché la première fois à Hugo New Romance et je trouve ça très très drôle qu'ils aient posté ça à la suite, ce qui a encore moins de sens vu qu'ils ont retiré leur premier post pour des gens qui tomberaient là-dessus et qui diraient d'où ça sort ça. Bref, je me pose beaucoup de questions. En plus, ils ont désactivé les commentaires sur cette publication, donc tu sens qu'ils savent qu'il y a un truc qui s'est mal passé, mais leur manière d'y répondre est assez particulière aussi. Donc je voulais juste rajouter ces précisions et ces nouveaux développements à la vidéo pour que vous ayez toutes les infos, parce que je trouve ça magnifique. Mais au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la tropification des livres, ça se traduit aussi dans les librairies par l'apparition de tables entières de genre recommandations, friends to lovers, donc amis à amoureux, ou touch her and die. Ça là, elle y est beaucoup, donc si tu la touches, tu meurs. Souvent, ça va être plus dans un contexte fantasy, je dirais qu'elle a sa place, avec le côté un peu who did this to you, donc qui est-ce qui t'a fait du mal? Sous-entendu, je vais le faire payer, je vais te protéger. Donc on joue un peu sur le côté mâle alpha. On retrouve aussi ça quand même dans les dark romance, en plus des romantaisies, mais on le voit aussi utilisé maintenant pour des contemporains. Ce que je trouve un petit peu fort, parce que pas comme ça qu'on gère les problèmes dans la vie. Mais bon, en tout cas, on retrouve vraiment dans la vraie vie cette extension de l'utilisation et de la prolifération des tropes pour promouvoir les livres. Encore une fois, selon moi, un des avantages et un des buts, c'est d'attirer l'attention du lecteur potentiel
en quelques secondes et de façon très instinctive presque. Utiliser les tropes, ça peut aussi permettre d'attirer les gens, avec une fausse idée parfois, vers d'autres styles de lecture. Là, je reprends encore une fois l'exemple de Hurlevent, mais en même temps, c'est un peu ce qui a, comme je vous disais, motivé la vidéo. Mais on peut se dire que ces mots-clés-là vont attirer un lectorat de gens qui aiment les personnages morally grey, très à la mode aussi, les slow burn, childhood, friends to lovers, je ne sais pas quoi d'autre. Ces gens qui n'auraient pas été intéressés nécessairement par le classique d'Emily Brontë et qui là vont lui donner une chance. Là c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a d'autres livres classiques ou non qui pourraient être représentés d'une façon plus ou moins véridique avec certains mots-clés et qui pourraient du coup être lus par des gens qui ne les auraient pas lus autrement. Après, on peut se dire à quel point est-ce que le fait d'amener des gens à découvrir de nouveaux livres vaut le fait de les tromper un petit peu sur la marchandise. Parce que je pense que entre ce qui est écrit et ce que les gens vont lire et découvrir dans l'histoire, il y a une grosse différence. Peut-être qu'ils vont aimer quand même, mais peut-être qu'ils vont se dire c'est quoi ça? C'est pas ce que j'avais prévu de lire de tout. Notamment si tu t'attends à lire une romance incroyable en lisant Léo de Hurlevent. Aïe 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 aïe, t'en vas être déçu. Donc je dis absolument pas que les maisons d'édition ou les auteurs ou nous, n'importe qui, ne devrait pas utiliser les tropes, surtout pour faire découvrir des livres qui ne le seraient pas nécessairement d'une façon différente, pour moderniser certains classiques, mais il faudrait quand même peut-être que ça corresponde à ce qu'il y a dans le livre. Peut-être. En faisant mes recherches pour cette vidéo, et d'ailleurs tous les articles et les vidéos que j'ai utilisées seront dans la description, je me suis rendu compte qu'il y avait une question qui revenait beaucoup, ou une crainte qui était beaucoup évoquée, c'était une perte de diversité à force d'utiliser les tropes pour définir les livres, pour que ce soit leur seule utilité de correspondre à certains mots-clés. La question c'était vraiment, est-ce que dans cette course à la trope populaire, il y avait une perte de l'individualité d'un livre? Et je vous dirais que c'était une question que je me suis posée et une réflexion que j'ai eue moi aussi parce que je vous l'ai dit récemment, je pense que je voulais faire un break sur les romantaisies. Bon, je dis ça en même temps, je participe au challenge romantasy, mais c'était déjà dans ma pile à lire. Bref. Je voulais faire une pause sur les nouvelles romantaisies qui sortaient parce que j'ai eu beaucoup de déceptions en lisant des livres qui étaient très moyens, qui soit étaient mal construits, qui étaient pleins de coquilles, qui répétaient la même chose encore et encore. Tu lis un résumé d'un livre, tu lis le résumé d'un autre, tu lis un troisième, tu les mélanges, tu sais plus qui est qui. Donc je vous avoue que ça pour moi c'est un vrai problème qui est apparu, parce que c'est vrai que les tropes et la promotion par les tropes est énormément utilisé en particulier pour ce qui touche à la romance et la romantasy, qui sont deux genres qui cartonnent énormément en ce moment et qui se prêtent bien aux tropes. Et même si c'était le cas avant, dans l'ancien temps, BookTok a vraiment poussé cette façon de faire beaucoup plus loin. Trop loin même, je pourrais dire. Par exemple, si on dit que tout le monde veut lire du slow burn en ce moment, donc des romances où il y a vraiment une tension qui s'installe longtemps avant que la relation ait lieu. Ça va lentement et tu frétilles d'impatience en attendant que quelque chose se passe. Est-ce que du coup, on va se moquer de ce qu'il y a autour de l'histoire? On va juste dire, ok, est-ce que toi tu me proposes une histoire slow burn? Ok, ben je la prends. Est-ce que ce qu'il y a autour se tient? Oh, c'est pas grave, parce que je peux le promouvoir comme slow burn et c'est ce que les gens veulent ajouter à leur pile à lire en ce moment. Je trouve que c'est une crainte assez valide quand on voit le nombre de titres qui sortent de plus en plus rapidement, qui connaissent le succès d'une façon ou d'une autre sur les réseaux sociaux, qui sont repris par les maisons d'édition, et ça va vite. Et j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur BookTok d'ailleurs, que je vous mettrai aussi en barre d'infos, donc je ne vais pas m'attarder spécifiquement là-dessus, mais je pense que c'est une crainte qui pour moi a une raison d'être un petit peu. Pour les romances, l'utilisation des tropes, ça fait un peu partie du genre, parce que on sait que les romances suivent dans leur grande majorité le même schéma, on sait que ça va bien finir entre les deux personnages, même s'ils traversent plein de choses au milieu du livre. Et donc en fait, les tropes dans ce cas-là nous permettent particulièrement d'identifier quel type de romance on aime. Par exemple, moi j'adore le fake dating, donc si je vois parmi toutes les romances qui sortent une où il y a du fake dating, mon attention initiale va plus se porter sur cette romance-là. Il y a quelque chose de réconfortant dans
ce qui est familier, on sait à quoi s'attendre, on sait que ça se finira bien, donc c'est normal que ça nous plaise, que ça nous fasse écho, et qu'on aille chercher toujours plus de qu'est-ce qui nous fait du bien. Les tropes peuvent aussi faire partie intégrante de l'histoire, par exemple avec de la tension entre les personnages, le fait de découvrir l'autre, de remettre en question tout ce qu'on croyait vrai dans le Enemies to Lovers, ça fait partie intégrante du récit au-delà de juste la relation entre les deux personnages. Et puis bien entendu, ce qui va faire qu'un livre va nous plaire ou pas, c'est aussi tout ce qui entoure au-delà de la trope. Ce n'est pas juste ça qui définit le livre, mais aussi toute l'histoire qu'il y a autour. Pour garder l'exemple du Enemies to Lovers, on peut se dire oui, j'adore ce schéma, ce pattern-là, mais j'aime aussi tout ce qui se retrouve dans la structure, les enjeux politiques, l'univers fantasy ou le développement individuel des personnages à travers le récit. Tout ça pour dire que oui, les tropes ont leur place pour nous aider à identifier, connecter avec certains livres. Et puis comme je le mentionnais, c'est vraiment pas nouveau. Ça fait très longtemps que ça existe, l'héroïne qui n'est pas comme les autres, les ennemis qui vont tomber amoureux, les amours interdits. Et suivre les tendances d'un livre qui cartonne, c'est aussi quelque chose qui se fait depuis longtemps. Si tu vois, par exemple, que les dystopies fonctionnent vraiment bien, comme ça a été le cas à la sortie de Hunger Games. Il y a eu plein d'autres auteurs-autrices qui se sont mis à sortir des dystopies young adultes qui ont bien marché ou moins bien marché, mais c'était la tendance. Donc ça s'est toujours fait de suivre les tendances du moment dans les livres et d'essayer d'écrire ce qui fonctionne. Encore une fois, le but étant de vendre des livres. Mais je trouve qu'avec BookTok, ça a exacerbé ce phénomène naturel et que comme trop souvent avec les réseaux sociaux, on est tombé dans l'excès. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent aussi sur est-ce que cette autrice-là, par exemple, écrit vraiment une histoire qu'elle veut, ou est-ce qu'on lui a juste dit il faut que t'écrives ça parce qu'en ce moment c'est ça qui marche. Je pense notamment aux romances OK et Cowboy qui prennent la part belle dans les rayons, vraiment beaucoup, et qui à un moment se sont mises à pulluler de partout. Alors oui, il y a certaines autrices qui en écrivent depuis longtemps et qui adorent ça et tout, mais avec le nombre énorme de nouvelles sorties dans ce genre qui apparaissent, ce n'est pas une coïncidence. Et du coup, on peut se dire à quel point est-ce que l'histoire est vraiment authentique d'une certaine façon et à quel point elle est juste uniquement à but financier. Et là, encore une fois, je ne juge pas les personnes qui pourraient juste vouloir écrire pour vendre et gagner leur vie, mais je pense que ça peut se traduire dans la qualité du récit proposé. Je peux aussi imaginer sans problème qu'il y a une pression des maisons d'édition pour se plier aux tendances du moment, pour vendre des livres. Ça me fait penser d'ailleurs à Cucu que j'ai lu il y a pas longtemps, de Camille Emmanuel, qui parlait pas mal de cet aspect-là concernant la dark romance d'ailleurs. Donc là, on parlait un petit peu du potentiel de perte d'originalité avec les tropes, de est-ce que c'était vraiment si nouveau que ça comme phénomène et tout. Mais pour moi, il y a un autre enjeu auquel j'ai un petit peu touché déjà, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est la perte de la qualité dans les récits qui nous sont proposés. Un autre élément négatif qui est associé à la tropification des livres et qui, je vous l'ai déjà dit, m'inquiète moi et résonne avec moi aussi, c'est une possible perte dans la course à la trope populaire de la qualité de l'écriture. Que la trope soit uniquement ce qui définisse le livre et que tout ce qu'il y a autour, ce soit très bof. Les personnages, l'univers, le reste de l'intrigue vont pâtir de ça, peut-être être mal défini, mal travaillé, et au final, les seuls moments qui ressortent, ce sont ceux qui correspondent vraiment au schéma ou aux mots-clés qu'on voulait utiliser. Par exemple, certaines scènes dans les romances comme avec un seul lit, ou le moment où il y a un rapprochement physique forcé, celles-là vont être bien détaillées, écrites, mais tout le reste du livre, pas forcément. Est-ce qu'on en est rendu à un point où on additionne les tropes populaires pour avoir une recette du succès, sans se soucier du fond de l'histoire, en fait? Et des fois, j'ai l'impression un petit peu que oui. Je trouve que ça va, ou ça accompagne l'enjeu consumériste qu'on retrouve dans toutes les discussions autour de BookTok, le fait de vouloir sortir toujours plus de livres, toujours plus rapidement, toujours plus populaire, au détriment de vraiment la qualité
de l'ouvrage qui est proposé. Encore une fois, je vous réfère à ma vidéo sur BookTok où je parle beaucoup de tout l'aspect consommation qui va avec. Et bien sûr, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les nouvelles sorties, loin de là, mais ça reste que c'est un enjeu qui, selon moi, est vraiment présent et que, oui, il y a une perte de qualité dans certaines nouvelles sorties parce qu'on veut juste correspondre à la hype et à ce qui fonctionne et à des tropes avec lesquels les gens vont, on l'espère, connecter et qui vont les faire acheter le livre. La tropification, pour moi, ça s'intègre vraiment dans la façon actuelle qui est mise en avant de consommer les livres, en particulier par BookTok, de façon rapide, superficielle souvent, et en mode un petit peu junk food aussi. Encore une fois, il n'y a aucun problème à lire des livres légers, des livres juste pour le fun, sans sujet profond, juste parce que tu veux vraiment te vider la tête, que t'as une journée de merde peut-être et que t'as envie de t'évader. Mais personnellement, je trouve que c'est dommage de ne lire que ça, de tomber dans le piège de la lecture vraiment facile, rapide, où on s'en fout après tout si les personnages sont pas bien définis, si l'univers est bof, juste parce qu'on veut les moments sensations fortes, les moments où il y a de la tension et tout ça. Et je trouve que c'est dommage, en fait, d'oublier tout le reste de ce qui existe en termes de livres et de se contenter de suivre les tropes en ratant des lectures vraiment incroyables. Je voulais vous citer aussi une petite citation d'un article que j'ai trouvé vraiment qui résumait bien ma position sur le sujet. There is a clear difference between books that are built around tropes and stories that just so happen to have tropes in them. Traduction approximative. Il y a une différence très claire entre les livres qui ont été construits autour des tropes, comme éléments centraux, et les histoires où ça se trouve qu'il y a des tropes. Mais ce n'était pas ce qui était la base du livre, en fait. Ça a été un développement naturel dans le livre. J'ajoute un petit peu de contexte à la citation. Mais c'est vraiment ça pour moi. Et là, je vous parle de tropes, de tropification et tout ça, et peut-être que vous avez la même question que moi. Est-ce qu'au bout d'un moment, on sature de tout ça ? Encore une fois, je vais utiliser mon exemple personnel. J'aime beaucoup la microtrope, donc c'est comme vraiment un truc précis. Only one bed, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est quand, par exemple, t'es dans une romantaisie, il voyage sur la route, il s'arrête à une auberge, et oh non, il n'y a plus qu'une chambre avec un seul lit dans cette auberge. Donc là, il commence à y avoir des discussions, ok, je vais prendre une couverture, je vais dormir par terre, tu peux prendre le lit, non, toi prends le lit. Et au final, ils dorment ensemble tous les deux dans le lit, et au petit matin, ils se retrouvent un peu dans les bras l'un de l'autre. J'aime beaucoup ça, je trouve ça très mignon. On peut le retrouver aussi dans des romances contemporaines, d'ailleurs je l'ai déjà lu, et c'est une de ces petites scènes que ça me fait plaisir de retrouver en principe dans les romances. Je trouve ça fun aussi de voir comment différents auteurs, autrices vont utiliser les tropes et les réinterpréter à leur façon, parce que ça n'a pas besoin d'être un copier-coller. Ce qui malheureusement je trouve devient trop souvent le cas, et ce qui fait que je m'éloigne de la romantaisie notamment, mais à la base, les tropes, c'est fait pour être un matériel de base que tu vas retravailler. Je pense notamment à Emily Henry dans Book Lovers, qui sort en français là, qui vient de sortir, qui retravaille complètement et réinterprète la trope small town, donc petite ville. Elle l'a vraiment transformé et j'avais adoré ça quand j'avais lu le livre et là je vais le relire et j'ai vraiment hâte. Donc vraiment on peut avoir du fun avec une idée commune et la réinterpréter à sa sauce. Mais à force de voir les tropes de romance notamment partout et utilisées de façon plus ou moins à droite, j'en ai eu un petit peu marre. Et maintenant, alors que quand je lisais certains mots-clés, je suis comme « Oh, ça va être chouette », je suis comme « Oh, est-ce que ça va vraiment être bien fait ?» Ou je commence une romance et je suis comme « Ah ok, il y a encore cette scène-là, il y a encore cette scène-là ». C'est un petit peu trop attendu. On est passé du réconfort du familier à l'overdose ou à la trope fatigue. Pour certains, un peu comme pour moi, elle vient du fait qu'on en a marre d'avoir l'impression de toujours lire la même chose. Pour d'autres, plus du fait de perdre un peu l'élément de surprise à la lecture parce que tout est un petit peu révélé dans les mots-clés qui présentent le livre. Je dirais que comme dans beaucoup de domaines, l'utilisation à outrance, ça fait que on va perdre confiance dans le procédé, donc là, les tropes. On va plus autant s'y fier. Ça fait vraiment perdre de la valeur et de l'intérêt, en fait, à la chose. Et je me suis même dit
que du coup, si on y prête moins attention, parce qu'on a un peu atteint ce niveau de saturation et de surcharge, est-ce que du coup on va passer à autre chose, et à une autre présentation des livres, vu que ça là fonctionnera moins bien. Quelque chose à analyser et à voir comment ça se passe dans les prochains mois, même si je me dis peut-être que je fais partie de la minorité, je ne sais pas. Pour conclure la vidéo, je voulais parler un petit peu plus de ma relation avec les tropes. Je les trouve utiles, comme je vous disais au début, par exemple avec le Dark Academia, puisque c'est un genre que j'adore, le fake dating, voilà, je vais aller chercher les tropes que je sais que j'aime, que j'ai réussi à identifier, et essayer de les retrouver dans de futures lectures, parce que je sais que, en principe, ça marche pour moi. Mais en même temps, maintenant, récemment, je m'en méfie de plus en plus. Je sais que ce n'est pas une garantie ou un gage de qualité sur le fait de si je vais aimer le livre, même si en théorie il coche toutes mes cases. Parce que je vais avoir cette crainte de comment est-ce que la trope est utilisée, est-ce que c'est bien fait ou non, et est-ce que ce qu'il y a autour va valoir la peine aussi. Des questions que je me posais certainement déjà avant, mais maintenant il y a 1 ou 2 degrés de méfiance de plus. Donc je vais dire que je m'en sers, que ce soit pour mes choix de lecture ou pour mes vidéos, pour effectuer un premier tri d'intérêt, mais ensuite je vais toujours aller creuser le résumé du livre, les avis, voire même tester un petit peu qu'est-ce que donne l'écriture, avant de vraiment prendre une décision. Je me repose absolument pas uniquement là-dessus, je les aime les tropes. Vraiment, j'aime ça et j'aime pouvoir catégoriser les choses et tout, et je sais que je ne suis pas la seule, mais ce que je n'aime pas, c'est la façon dont elles sont de plus en plus utilisées, comme je vous disais, à outrance, ou n'importe comment, juste pour essayer de faire vendre un livre, même si oui, ça a toujours été le but. Il y a des limites à ce qu'on fait, genre, peut-on les utiliser correctement, ou au moins utiliser les bons mots-clés pour parler d'un livre. Et du coup, en ce moment, je suis un petit peu comme entre deux. Oui, je m'en sers pour mes lectures, pour ce que je vous propose. Et en même temps, surtout en ce qui concerne du coup ce que je veux lire, je fais de plus en plus attention. C'est là qu'on en est en ce moment. Et je vous proposerai comme piste de réflexion pour vous, pour vos futurs achats ou intérêts littéraires, de vous demander d'où viennent les tropes qui sont proposés pour un livre. Est-ce qu'ils viennent de l'auteur? Est-ce qu'ils viennent de la maison d'édition? Ou est-ce qu'ils viennent d'autres lecteurs? Je pense que j'aurais tendance à plus me fier à ce qui vient d'autres lecteurs, je dirais, qui ont vraiment comme un regard que je pourrais avoir sur le livre. Mais en tout cas, c'est une question que je vous invite à avoir en tête quand vous voyez des posts sur Instagram, sur Booktube, peu importe où. Et puis bien sûr, pour terminer, si on mettait des bons mots-clés à Léo de Hurlevent, ce serait pas mal. Je proposerais, ayant lu le livre l'an dernier d'ailleurs, fun fact, obsession, vengeance, drame familial, multigénérationnel. J'adorerais savoir en commentaire, vous, qu'est-ce que vous mettriez comme mot-clé pour Léo de Hurlevent, si vous l'avez lu. Mais au-delà de ça, j'aimerais beaucoup qu'on discute de qu'est-ce que vous pensez de la tropification des livres, de l'utilisation des tropes. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est fait à outrance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide, que vous vous fiez dessus? J'adorerais savoir ça. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, qu'on en discute. J'espère vraiment que cette vidéo un peu improvisée, du coup, vous aura plu, vous aura parlé. Si jamais ça vous tente d'en voir d'autres, de me voir aborder d'autres thématiques, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, dites-moi quelle est votre trope préférée et celle que vous détestez le plus. Que je regarde ça. Je suis très intéressée. Je termine enfin en remerciant, comme toujours, mes Patreons, les capaces qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu sur cette chaîne, à faire des vidéos un petit peu différentes comme celle-ci. Un énorme merci. Si jamais ça vous tente de soutenir mon travail, de rejoindre notre Discord de discussion, nos lectures communes, nos différents challenges et d'avoir accès à des vidéos exclusives, le lien est en description. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Que tu fais, Freya? Je vais commencer à filmer, moi. Tu viens? Ou tu viens pas? Ma petite compagnonne de vidéo.